Merci beaucoup Bertrand, merci Madame Couteau, et surtout un grand merci à Ramine de m'avoir invité aujourd'hui. Bien que, contrairement à ce que tu as dit Bertrand, je ne suis pas un spécialiste, j'ai même une certaine aversion pour les organismes, les structures qualitatives des hôpitaux. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est pour ça que j'ai un peu modifié le titre, ça tombe très bien, parce que depuis ce matin, on parle beaucoup d'éthique, et vous montrer que la prévention, la qualité, en fait, ce n'est pas quelque chose de détaché des soins, ce n'est pas détaché de notre vie, mais c'est une philosophie de vie. Et faire de la qualité, c'est tous les jours. C'est ce matin, quand j'ai pris ma voiture pour venir, j'ai essayé de m'améliorer, de respecter les limitations de vitesse sur l'autoroute, pour ne pas me faire prendre, etc. Et donc, c'est une véritable démarche, et la démarche qualité, elle est importante, mais elle est importante au niveau de chacun. Et s'il n'y a rien qui m'énerve plus, notamment pour clore ce sujet d'éthique, puisque je m'intéresse beaucoup à l'éthique et que je suis co-directeur de l'espace régional d'éthique Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand on ne pense à l'éthique qu'au moment de la certification des établissements, vous savez, pour cocher les cases. La prochaine certification, il y aura beaucoup d'éthique, et en fait, c'est tous les jours. Je pense que la certification, ça devrait être comme le Michelin, c'est des gens qui viennent dans les hôpitaux sans prévenir, qui se font soigner, qui à la fin disent voilà comment vous êtes soigné dans cet établissement, et non pas une annonce et qu'on se mette tous au garde à vous quand ils arrivent. Alors, sur le sujet, je n'ai pas de lien d'intérêt, mais je ne sais pas ce que ça veut dire que des liens d'intérêt. En tout cas, je n'ai pas de lien d'intérêt financier, ça c'est évident. Mais j'ai un lien d'intérêt majeur, c'est celui du grand intérêt que j'ai pour l'éthique et pour la responsabilité et pour la prévention de l'erreur. Alors, très rapidement, je vais essayer de décaler un petit peu le topo parce que vous connaissez largement la prévention de l'erreur, etc. Et puis derrière, il y a deux topos, et sur la RMM et sur les CREX, qui reviendront très largement sur cette structuration au niveau des établissements et des services. Mais c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que au siècle dernier, eh bien, il y avait une conception de la médecine qui était jugée très paternaliste, où le pouvoir... D'abord, j'aime pas le terme paternaliste, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font la médecine, donc on pourrait dire maternaliste. Mais ce pouvoir médical qui faisait que c'était le soignant, au sens large, qui avait la connaissance, qui savait ce qui était bien pour le patient n'avait pas son mot à dire, et puis s'il y avait une erreur, malheureusement, c'était la faute à pas de chance, et puis c'était le prix à payer pour une amélioration des progrès de la médecine. Et puis, depuis le XXIe siècle, depuis les années 2000, eh bien, notamment, on a parlé de la loi Kouchner, de l'apparition de la reconnaissance de l'autonomie des patients dans les soins, du droit d'être informés, du droit de donner leur avis, du droit de pouvoir contredire ce qui est fait. Eh bien, on a une démarche d'amélioration de la qualité pour essayer de faire mieux, pour déclarer nos événements indésirables graves, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des erreurs, hein, toutes, mais enfin, tous les événements ne sont pas liés à des erreurs, mais souvent liés à des erreurs. Et apparaît aussi, on l'a vu un petit peu, le risque de judiciarisation, et il y a toujours cette crainte, et on va voir cette différence. Et en fait, il y a eu un événement aux États-Unis, vous savez, c'est toujours les États-Unis qui dictent ce qu'on fait même en Europe, en 99, en 2000, par l'Institute of Medicine aux États-Unis, qui a fait une immense enquête sur les erreurs médicales et qui a placé les causes de décès par erreur médicale à la 8e place, bien avant, voire même 2 fois plus, que les accidents de circulation, les accidents routiers. Et ça a été une bombe un peu partout, de se dire, mais attention, en faisant des erreurs médicales graves, puisque c'est des décès, malheureusement, on verra qu'on ne peut
constater que les décès, on ne peut mesurer que les décès. Beaucoup d'erreurs ne sont pas connues, ne sont pas reconnues, et c'est bien toute la problématique de la prévention. Mais rien que les décès, et quand on regarde les décès, on a plus de la moitié qui seraient évitables, ça pose de gros problèmes dans notre pratique. Alors, petite définition de l'erreur médicale. Globalement, c'est l'erreur médicale, si on reprend la définition de l'OMS, etc., c'est quand les choses ne se passent pas comme on aurait voulu qu'elles se passent. Globalement, le résultat du traitement qu'on a mis en place, le résultat de l'acte qu'on voulait, n'a pas eu les résultats escomptés parce qu'il y a eu un problème, soit au niveau de l'exécution, le plan était bien orchestré, mais par contre on s'est trompé de dose, on s'est trompé de vitesse du pouce-seringue, on s'est trompé etc. Les erreurs médicamenteuses sont parmi les plus fréquentes des erreurs, du soin, ou alors une erreur de planification, erreur de diagnostic, erreur de traitement, non suivi d'un protocole, qui, alors là, on peut après discuter par rapport au protocole et par rapport aux réglementations. On parlait tout à l'heure des codes de bonne pratique. La plupart des sociétés savantes émettent des recommandations. Ces recommandations n'ont pas valeur, ne sont pas opposables. Et jusqu'où elles ne sont pas opposables, puisque des experts, puisque après des juges peuvent dire, mais attendez, vous n'avez pas suivi les recommandations de votre société ou qui avaient été dictées par des experts. Et les experts, vous avez beau dire, mais oui, mais moi je ne les reconnais pas comme des experts parce que moi je sais mieux qu'eux, ça ne passera pas au niveau du tribunal. Donc les erreurs médicales, elles sont très nombreuses, hein, diagnostic, relationnel, administratif, procédural et médicamenteuses. Médicamenteuses, globalement, dans un service de réanimation, c'est à peu près 30% des erreurs des erreurs médicales qui peuvent survenir. Une fois de plus, c'est une estimation parce qu'on ne déclare absolument pas tout. J'ai retrouvé qu'une très vieille étude de 99 sur les erreurs médicamenteuses. Et il retrouvait 132 erreurs d'administration sur 2009 prescriptions, enfin administration, et notamment un tiers d'erreurs de dose, ce qui pose quand même un problème. Et là aussi, on peut voir dans la prévention, dans l'étude de prévention, faut-il avoir des seringues pré-remplies, faut-il avoir des codes-barres sur les seringues, d'avoir des prédilutions établies, etc. On ne pourra jamais, le risque zéro n'existant pas, on ne pourra jamais tout prévenir. Et puis une étude beaucoup plus récente qui est intéressante parce qu'elle s'est intéressée au poids psychologique du risque d'erreur sur les personnels de réanimation et qui montre que 75% des personnels, aussi bien médecins qu'infirmiers, ont conscience du risque d'erreur et c'est un poids permanent de ce risque d'erreur, notamment médicamenteux, mais pas que médicamenteux, de toutes les erreurs médicales, et une source de stress et d'anxiété. Donc c'est important. Alors on peut se poser la question, pour les 25% qui restent, est-ce que c'est parce qu'ils sont complètement inconscients ou est-ce que c'est parce qu'ils sont très sûrs d'eux? On ne peut pas savoir. Quand il existe, juste je vous ai pris l'exemple des erreurs médicamenteuses parce que pour moi, d'abord, ce sont bien souvent les plus fréquentes. Qui ne s'est jamais trompé dans la vitesse d'un pouce-seringue? Qui ne s'est jamais trompé dans la dilution d'un médicament? Qui ne s'est jamais trompé dans la prescription d'un médicament? Et donc, quand on analyse une erreur, eh bien, il va falloir analyser la nature de l'erreur. Et vous voyez que simplement pour les erreurs médicamenteuses, eh bien, la nature de l'erreur peut être extrêmement importante. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut se tromper. Puis après, il va falloir analyser la cause de l'erreur. Est-ce que c'est un problème de communication, de dénomination des produits, d'étiquetage, etc. Et donc, il va falloir analyser tout ça. Puis ensuite, analyser le niveau de gravité de cette erreur. Est-ce que, finalement, ça a eu un préjudice? Je me suis trompé dans la vitesse d'administration du KCL. Il ne s'est rien passé, ouf, je ne le dis à personne. Le patient a fait un arrêt cardiaque, tout le monde l'a vu. Voilà, donc tous les degrés de gravité peuvent se voir. Donc, il est clair que depuis un certain temps, dans les hôpitaux, on cherche, et c'est, je pense, et ça rejoint la philosophie de vie dont je vous parlais au départ, d'essayer de s'améliorer en permanence avec une politique de qualité-sécurité. D'ailleurs,
c'est assez intéressant de voir le lien qu'on fait entre qualité et sécurité. Parce que finalement, la qualité, est-ce qu'elle est automatiquement reliée à la sécurité? Ben oui, c'est le fait de ne pas faire d'erreur, c'est quand même faire du travail de qualité. Et la clé de voûte, j'allais dire, c'est d'apprendre de ses erreurs. Une erreur, souvent les gens parlent d'erreurs stupides, ça, mais l'erreur la plus stupide, c'est l'erreur dont on n'apprend rien. C'est l'erreur dont on ne tire aucune conséquence pour éviter qu'elle ne se reproduise. Faire des erreurs, on en a tous fait depuis les premiers pas qu'on a fait. On est tombé, on a chuté, on a perdu notre jouet qui est parti dans la pente, qui a roulé dans la pente, etc. On sait qu'il ne faut pas le refaire, et donc on a appris comme ça. L'erreur, c'est un bien, c'est une chance pour nous de faire des erreurs. C'est grâce à ça qu'on évolue. Mais pour avoir, et Thibault en a parlé tout à l'heure, pour avoir une déclaration de ces erreurs, il faut créer une ambiance satisfaisante au sein des hôpitaux. Il faut que les gens n'hésitent pas à dire « j'ai fait une erreur ». Sinon, ils la cachent. Et s'ils la cachent, personne ne la sait, personne ne la connaît, et personne n'en tire les bienfaits et les conséquences. Il n'y a pas d'analyse de cette erreur. Et donc, il faut une communication dite ouverte, où on ne craint pas de pouvoir dire ben oui, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, là, je souhaiterais que ça ne recommence pas. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble aux conditions qui permettront d'éviter ça? Les ampoules sont mal rangées dans la pharmacie, les ampoules se ressemblent trop et on va changer de marque ou demander aux fabricants de faire des rouges, des bleus, des verts. Je ne sais pas, peu importe. Après, on va se heurter, comme on l'a vu très bien, dans la question précédente, comme quoi il y a une très bonne continuité dans les topos, on va se heurter aux problèmes financiers. Je me suis battu pendant extrêmement longtemps, sans jamais arriver de toute ma vie, et maintenant j'ai pris ma retraite, donc pas, pour avoir un distributeur automatique. Ça existe partout. Vous pouvez maintenant avoir des distributeurs automatiques de pizza, et pour avoir dans un bloc opératoire un distributeur automatique de toxiques, ce qu'on appelle toxiques, enfin de médicaments stupéfiants, qui ne vous apportent que la bonne seringue de morphine, de sulfentanyl, de rémifentanyl, etc., c'est impossible. Mais c'est impossible pourquoi? Ça existe, ces machines. Mais ça coûte trop cher. Et comme ça coûte trop cher, ben on s'autorise à faire des erreurs pour des raisons financières. Donc il faut une attitude transparente vis-à-vis de l'erreur. Il y a même des hôpitaux qui ont fait des chartes de non-punition. Les gens qui se dénonceront, je suis à Vichy donc je peux le dire, les gens qui ne seront pas punis. Parce que, au contraire, alors il ne faut pas glorifier non plus, hein, c'est pas pousser les gens à faire des erreurs, c'est simplement pousser les gens à reconnaître leur erreur. Mais en contrepartie, on l'a vu, même des événements indésirables graves peuvent faire l'objet de judiciarisation, sans que même l'établissement ou la personne l'ait souhaité. Et tout ce qui pourra être écrit, alors c'est bien la traçabilité, dans un sens, il faut tout écrire, mais dans l'autre, vous faites une réunion de morbimortalité, vous inscrivez tout, vous dites effectivement l'infirmière était en train de boire le café, fumer sa cigarette pendant que le patient s'est extubé, machin, etc. Ça sera repris contre elle, nominativement, le jour où il y aura un procès. Donc c'est à double tranchant ces événements. Et donc il faudrait que l'ensemble de la société évolue aussi vers une prévention de l'erreur positive. Et ça existe beaucoup dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons. Dans les pays latins comme le nôtre, ça n'existe pas. Il faut toujours un coupable. Et on est content quand on a un coupable qui peut payer, que ce soit l'établissement ou pas. Et donc, par définition, on l'a vu, l'erreur, c'est quelque chose de non volontaire. Mais la justice reconnaît l'aspect volontaire ou non volontaire d'une action, mais pour autant peut retenir une faute. Il existe des fautes involontaires en justice, si je me trompe. Alors qu'en qualité, il n'existe pas de faute involontaire. Il n'y a que des erreurs. Et des erreurs qui peuvent s'éviter. Donc finalement, j'avais une petite animation qui ne s'anime pas, désolé. Et finalement, on a là un vrai dilemme, mais qui est un dilemme au niveau des établissements, mais qui est un dilemme au niveau de chacun de nous. Le jour où on fait une erreur, est-ce qu'on est transparent et on le dit,
ou est-ce qu'on le garde pour nous de craindre de se faire punir parce qu'on a fait une erreur? Depuis notre plus jeune âge, quand on a piqué un carreau de chocolat dans ça, est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on ne le dit pas? Est-ce que j'assume ou est-ce que j'assume pas? Alors, mon plaidoyer, c'est de dire, et d'où cette différence totale entre un établissement qui peut dire on fait de plus en plus d'erreurs, mais on les analyse. D'ailleurs, on pourra reparler de l'indicateur événement indésirable, où finalement, comme pour la Haute Autorité de Santé, le meilleur des indicateurs, puisque c'est le seul moyen de connaître les erreurs, on dit qu'il y a de plus en plus des événements indésirables qui sont rapportés. Oui, simplement parce qu'on pousse les établissements à en faire plus, parce que ça devient un indicateur. Vous savez, le problème de l'indicateur, je n'ai pas le temps de vous raconter cette grande histoire du paradis. Si, j'ai le temps. Bon, pour vous montrer la bêtise, c'est pour ça. Il me reste 4 minutes, alors je n'ai pas le temps. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas confondre l'indicateur et le but. Effectivement, l'augmentation du nombre d'événements indésirables graves rapportés dans un établissement est le témoin d'une très bonne ambiance déculpabilisante et de recherche d'amélioration de la qualité de l'établissement. Mais le fait de pousser les établissements à faire des déclarations d'événements indésirables pour faire des événements indésirables, pour être bien vus par la HAS et par la certification, ça c'est complètement stupide. C'est comme les solutions hydroalcooliques qu'on verse dans les toilettes pour améliorer son index de sécurité. Voilà, et ce n'est pas la même chose pour les patients. Alors, la prévention, elle passe par la reconnaissance de l'erreur. La reconnaissance, c'est un beau mot parce que ça a deux sens. Il y a reconnaître son erreur, vous savez, on dit « je reconnais mon erreur », ça veut dire déjà je la détecte. Parce qu'il y a des erreurs qui passent inaperçues. Et donc, c'est être à l'affût de savoir « a-t-on fait des erreurs ?» Et ensuite, la reconnaître, c'est l'assumer. Pas au sens de l'assumer de nos hommes politiques qui disent « j'assume », mais quand un homme politique maintenant dit « j'assume », ça veut dire « je décide ce que je veux et je vous emmerde ». C'est pas ça. C'est « j'assume », c'est dire « j'en prends la totale responsabilité ». Et cette reconnaissance de l'erreur permet une analyse de l'action à mettre en prévention et des résultats. Ceci nécessite deux qualités qui sont pour moi les deux valeurs humaines presque les plus importantes, qui sont l'humilité. Reconnaître son erreur, c'est être extrêmement humble, de dire je ne suis pas tout puissant. Quelqu'un qui dit je ne fais jamais d'erreur, c'est quelqu'un qui est dangereux. Et la responsabilité, le terme de responsabilité, c'est aussi un terme extrêmement important, parce que être responsable au sens je suis responsable des malades que je soigne, je suis responsable des enfants que j'élève, je suis responsable des gens que je vais enseigner, je suis responsable des internes que je mets sur le marché, c'est un véritable terme. Alors, pour finir très très vite, je n'aurai pas le temps de vous faire, mais ce n'est pas grave, j'aurais dit l'essentiel. Toute erreur doit être reconnue. Il n'y a pas de petites erreurs. Je vous montre cette vieille dame qui regarde à sa fenêtre et qui fait une erreur. Certes, cette erreur peut avoir peu de conséquences et il suffira d'une balayette pour ramasser des morceaux, mais cette erreur peut avoir d'énormes conséquences dans d'autres circonstances. Et donc, chaque erreur doit être reconnue parce que mise dans une autre circonstance, elle peut devenir dangereuse. Ensuite, il y a la prévention, elle passe par l'analyse de l'erreur. On en parlera dans les deux topos suivants, donc je ne vais pas insister beaucoup, mais cette analyse, elle est extrêmement importante. Et vous connaissez tous cette théorie de James Wilson, qui est le fromage suisse avec les trous. Et le problème d'une erreur, quand elle arrive à des conséquences, eh bien, c'est parce qu'elle a passé tous les différents filtres de prévention qui pouvaient aboutir à l'erreur. Et souvent, ces filtres, ils sont liés au système du service, à l'organisation de l'établissement, à l'état d'esprit de la personne, qui peut être fatiguée, qui peut être troublée, qui peut être émotivement, etc. Ou à parce qu'elle voit mal, parce que ça, ou à d'autres failles. Et donc, on a passé tous les créneaux pour arriver à cette gravité. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre en place pour la prévention, de mettre en place des systèmes de prévention, des barrières. Alors, il y a la barrière de prévention qui évite de se tromper d'ampoule, par exemple. Il y a la barrière de récupération, qui est la mise en place de la surveillance des effets du traitement qu'on a mis en place.
Et ensuite, eh bien, il y a la barrière d'atténuation, c'est que même si tous les 2 premières barrières ont été franchies, eh bien, l'accident va être peu grave, ou en tout cas va être minimisé. Et si jamais il ne l'est pas, ben on arrive à un accident grave. Et donc, le but, c'est de mettre en place ces préventions et ensuite de les suivre, de les analyser pour être sûr qu'elles ont bien été mises en place. Bon, petit article récent qui montre que, à part les actions pharmacologiques, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'administration du médicament, aux erreurs médicamenteuses, eh bien, les autres bénéfices des actions de prévention dans un service de réanimation sont très difficiles à mettre en évidence pour différentes raisons qui tiennent à la diversité des patients qu'on peut avoir en réanimation. Bon, je vais passer très rapidement sur tout ça pour arriver à la dernière conclusion qui, je suis désolé, je suis trop bavard. L'erreur est humaine, et ça, on l'a vu dans le rapport, et puis on le connaît depuis l'adage des Romains, hein, errare humanum est. L'erreur est humaine, et parce qu'elle est humaine, elle est profondément éthique, parce que tout ce qui touche à l'homme, aux hommes et aux femmes, hein, à l'humain, c'est de l'éthique, aux relations, et ne pas vouloir s'améliorer, ne pas chercher à diminuer les erreurs qu'on peut faire vis-à-vis des autres, eh bien, par définition, c'est non éthique. Et puis surtout, souvent on oublie, moi mes enfants, ils me citent toujours l'erreur est humaine, l'erreur est humaine. Je dis ok, d'accord, mais la suite de l'adage romain, c'est persévérer est diabolique. Et par définition, le diable, c'est non humain. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Étienne pour cette remarquable mise au point sur effectivement le positionnement de l'individu face à l'erreur et en arrière-plan du système. Donc la session est ouverte à discussion pour 7-8 minutes. Devant. Bonjour, Anne-Florence Dureau à Mulhouse. Alors je trouve que l'erreur c'est important parce qu'on progresse et merci pour votre topo. Par contre, la déclaration des événements indésirables telle qu'elle est faite est pas forcément positive puisque finalement l'erreur est faite et puis c'est un peu une bêtise, on déclare et après on nous oblige à déclarer sachant qu'on aurait de toute façon probablement apporté une action correctrice pour éviter que ça se reproduise. Quand on est dans cette démarche-là, en tout cas. Mais on s'est posé la question dans le service, et je pense que ce serait une bonne idée, j'aimerais bien avoir votre avis, de déclarer les presque accidents. Ce qui a été remarqué, parce que ça, je trouve que c'est quand même plus valorisant pour les soignants qui remarquent des fois que la seringue, j'ai un doute, le débit, je pense qu'il n'est pas bon, la prescription, elle n'est pas juste, on m'a prescrit tel antibiotique et c'est un autre que j'ai dans le chariot. Et ça semble quand même plus valorisant d'intervenir en disant oui, effectivement, là, ça a été remarqué, on peut le déclarer et proposer des actions secondairement sans qu'il y ait forcément eu l'accident et finalement de se retrouver à l'étape 2 de votre, du schéma là, que vous aviez présenté. Oui, vous avez totalement raison. Le retour sur l'accident, il est important et c'est toujours important, on le verra dans les topos suivants. Mais bien évidemment, c'est la réflexion sur le presque accident ou sur l'accident peu grave, mais qui aurait pu avoir des conséquences très graves s'il n'avait pas été rattrapé au dernier moment, etc., sur lequel il faut se pencher parce que c'est ce qui est le plus valorisant. Et c'est d'ailleurs peut-être, alors c'est toujours très difficile, hein, mais c'est important de le valoriser, justement de montrer le nombre d'accidents graves qu'on a pu éviter grâce à la mise en place d'éléments correcteurs. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Pour dire un accident, j'allais dire banal, qui est celui de l'administration de plusieurs médicaments par une seule voie veineuse qui se retrouve mélangée au niveau d'une rampe de robinet avec précipitation de médicaments. Ça passe généralement totalement inaperçu. Et pourtant, totalement, et puis on dit, tiens, il ne faut pas faire comme ça. Pourtant, peut-être que ça nécessiterait qu'un petit groupe d'infirmières, de médecins, il n'y a pas besoin d'y passer des heures, mais réfléchissent et disent, tiens, il faut qu'on fasse attention, peut-être qu'il faut qu'on trouve un autre moyen, parce qu'un médicament qui précipite, c'est un médicament qui est inactif le plus souvent, donc, ou qui peut avoir des effets toxiques. Donc,
Voilà, et tout ça, ça passe inaperçu. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur l'erreur inaperçue. D'abord, la reconnaître, savoir qu'il y a une erreur, et la considérer comme une erreur à améliorer. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est ça aussi. Hein. Il y a plein de choses, bref, finalement c'est passé, on n'a pas besoin de revenir dessus. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bon, alors je peux vous raconter l'histoire de... Oui. Ah oui, vous pouvez. De l'indicateur, alors. Bon. Non, alors, c'est au paradis, et il y a 2 personnes dans un village qui meurent en même temps. Il y a le curé et le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi, il conduit mal, il boit, il est toujours alcoolisé, etc. Et le curé, c'est un curé, quoi. Il fait des prières, il fait des messes. Et donc, quand ils arrivent devant Saint-Pierre, Saint-Pierre regarde, il dit « Ah oui, oui, effectivement, je vous attendais. » Et donc, il dit « Toi, le chauffeur de taxi, tu vas au paradis, et toi, le curé, tu vas en enfer. » Et le curé dit « Attends, c'est pas juste. Moi, toute ma vie, j'ai fait des messes, des prières, etc. Et c'est le chauffeur de taxi qui, lui, conduit bourré, ne respecte pas la limitation de vitesse, et c'est lui qui va au paradis. » Ben oui, je suis désolé, mais notre indicateur, c'est le nombre de prières déclenchées. Toi, pendant tes messes, tout le monde s'endort, et donc personne ne fait des prières. Alors que les gens qui sont dans la voiture du taxi, ils n'arrêtent pas de prier parce qu'ils ont très très peur, et donc du coup, c'est lui qui va... Voilà, comme quoi un indicateur peut faire le contraire de ce que... Merci. Juste, je me permets d'apporter peut-être une petite précision sur l'indicateur de signalement des événements indésirables graves, qui est des fois mal utilisé en fait par certaines autorités, je pense. Cet indicateur-là, il est un indicateur en fait du développement de notre culture en fait de signalement des événements, et pas un indicateur de ce qui se passe de grave, parce qu'en fait on sait très bien que les établissements en fait et les services qui déclarent le plus sont ceux effectivement qui sont dans une organisation apprenante, et ceux qui ne déclarent rien sont généralement ceux pour lesquels il y a le plus de risques. Donc c'est vrai que ces données sont quelquefois, je l'ai entendu aussi peut-être comme vous par voilà de certaines hautes autorités, mal utilisées en fait, mais pour nous, c'est vraiment un indicateur du développement de la culture, justement, de cette organisation apprenante, et de l'erreur, en fait, du signalement de l'erreur, de la capacité des organisations et des services à déclarer leurs propres erreurs. Ça veut dire d'avoir le courage de le reconnaître et aussi de les analyser. Voilà. Oui, Jean-Étienne, je voulais aussi te demander, tu en as parlé rapidement, un des grands problèmes qu'on a souvent actuellement, c'est l'erreur de communication. Comment tu vois les choses? Parce que là, à la fois la communication, il y a la relation à l'autre, et la façon dont on a cette relation à l'autre. Est-ce que tu peux éventuellement dire un petit mot dessus? Parce que tu as été, à cause du temps imparti, un peu court, et il me semble que très souvent, c'est à l'origine de grandes difficultés du vécu des équipes et des patients. Alors, tu as totalement raison. Là, je ne pouvais pas aborder ce problème. C'est un problème en soi, mais je l'ai cité dans les erreurs possibles. Effectivement, alors, il y a des erreurs de communication entre l'équipe, au sein de l'équipe, notamment le plus fréquemment entre équipe médicale et équipe paramédicale, mais pas que. Au sein de l'équipe paramédicale, il peut y avoir des tensions ou des défauts de communication. Il y a des communications entre l'équipe de garde et l'équipe de jour, etc. Donc ça, c'est déjà extrêmement important, et il y a beaucoup d'erreurs qui sont liées à ça. Et puis, il y a les erreurs avec les patients et surtout avec leurs proches en réanimation. Et ça, très souvent, ça n'est pas reconnu comme des erreurs. Moi, j'étais... de fait de mon travail en éthique et en médiation à l'hôpital, témoin de plusieurs, au moins 5, 6 peut-être, situations de fin de vie où il y a eu une incompréhension totale entre la décision prise d'interruption des thérapeutiques et la famille. Et ça n'est qu'un problème de communication. Et quand on est expert, quand on
on assiste des familles, enfin, dans tout ce qui est juridique, et je pense que nos deux avocates le diront, mais dans 99% des cas, quand il y a plainte de la part des familles, et que les praticiens, réanimateurs, chirurgiens, etc., s'expliquent, les familles disent « Mais docteur, si vous nous aviez dit ça le jour où… » Alors, le problème, c'est que des fois, on leur a dit ça, mais ils n'étaient pas en aptitude dans l'état affectif de l'entendre. Mais bon, c'est pour ça que la communication, c'est aussi répéter, redire les choses, etc. Mais bien sûr, et ça, malheureusement, on ne les analyse pas assez souvent comme étant des vraies erreurs et des améliorations à apporter au sein des services en termes de communication. Merci beaucoup. Merci.